Bien, on va commencer, si vous voulez bien. Donc, bonsoir, je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. D'abord, l'énumération des absents. Donc, Madame Horry est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Hervé. Monsieur Salle absent, le pouvoir est à Madame Pétel. Madame Gaucher absente, le pouvoir est à Madame Chevalier. Madame Le Russard absente, le pouvoir est à Monsieur Roulet. Monsieur Déguerré serait en retard et en attendant, c'est Madame Leton qui a le pouvoir pour voter tant qu'il ne sera pas arrivé. Et Monsieur Houssin est absent et donc il a donné son pouvoir à Monsieur Saunier. J'espère que j'ai oublié personne. Très bien. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Monsieur Salio, s'il n'y a pas d'objection. Il est d'accord. Très bien, merci. Comme traditionnellement, on commence par le procès verbal de la séance du dernier conseil qui a eu lieu le 17 octobre. Donc vous l'avez eu dans la convocation. Donc je voulais savoir s'il y avait des remarques particulières par rapport à ce conseil, ce compte-rendu du conseil. Pas de remarques. Très bien. Donc on passe à l'ordre du jour. La première délibération, est une motion sur les finances locales. Donc, suite en fait à une demande, une proposition plutôt de l'AMF, l'Association des maires de France, il vous est proposé ce soir de voter une motion, d'approuver une motion sur à la fois les positions de l'AMF qui sont proposées à l'exécutif, à savoir, je vais faire peut-être une liste rapide, d'indexer la DGF sur l'inflation 2023, de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2022, soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression, de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale, de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition des terrains dans l'assiette du FCTVA, de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL. Et concernant la crise énergétique, il vous est proposé de soutenir les propositions faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus, savoir créer un bouclier énergétique d'urgence, on a déjà une motion là-dessus au dernier conseil municipal, de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière des nouveaux contrats de fourniture d'énergie et de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente. Voilà donc la motion qu'il vous est proposé d'approuver dans cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette motion? Monsieur Saunier? Ah oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à Monsieur Saunier? Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, lors du conseil municipal du 22 septembre, nous avons voté un vœu sur la mise en place d'un plafonnement des tarifs de l'énergie pour les collectivités. Aujourd'hui, vous nous soumettez une motion, un nouveau vœu sur les finances locales visant à soutenir les propositions de l'AMF. Donc, comme en septembre, nous allons bien évidemment voter cette motion. Très bien. Tout le monde en convient, la hausse des coûts de l'énergie fragilisera l'équilibre de nos budgets, mais quel choix allez-vous faire dans ce contexte complexe, compliqué ? Hormis le vote d'un vœu et d'une motion qui font reporter sur l'État une bonne responsabilité, des actions à conduire, hormis des actions que vous nous avez partagées qui sont initiées par la ville, les associations et voire même les Brusois, puisqu'on les sensibilise, nous interrogeons sur le plan d'action qui s'impose et que nous devons mettre en place, puisqu'il y a véritablement une urgence. À la veille du budget 2023 et en l'absence de plan d'action précis et volontariste, serez-vous en capacité d'équilibrer le prochain budget? C'est une question. Serez-vous capable de maintenir l'offre de services aux habitants? C'en est une autre, l'action auprès des jeunes, la culture. N'allons-nous pas être obligés de réduire drastiquement nos investissements au risque de pénaliser durablement l'avenir de notre ville et ses équipements?
Faut-il craindre à nouveau une augmentation des impôts locaux à travers la taxe foncière? Plus que des vœux d'émotion, nous préférons l'action et un besoin de visibilité aujourd'hui, puisque vous faites ce deuxième vœu. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer de répondre et puis peut-être que des personnes pourront apporter des précisions. Alors nous sommes effectivement en train de réfléchir à tous ces sujets-là, bien évidemment. Vous vous doutez bien que ça nous préoccupe au plus haut point. Donc c'est vrai qu'on a une augmentation assez importante du coût de l'énergie en particulier, puisqu'on a fait nos comptes entre l'augmentation du gaz et de l'électricité pour 2023. On subirait une augmentation de plus 900 000 €. Enfin, entre 900 et 1 million. Donc, c'est une somme considérable et évidemment, nous sommes en train, en ce moment, de réfléchir à la constitution de notre budget. Donc, on a déjà eu une première réunion pour la préparation du budget concernant le fonctionnement. Demain soir, nous avons un bureau municipal dans lequel nous allons aborder l'investissement. Et donc, à partir de là, nous aurons des choix à faire. Donc, nous ne restons pas les bras ballants par rapport à cette situation. Nous, au contraire, il faut bien qu'on prenne ces éléments en compte. Comme vous le craignez, l'investissement risque d'être impacté, c'est certain. Mais comment faire un budget à l'équilibre si on maintient tous les investissements que nous avions prévus? Donc nous allons être obligés de faire des choix. Donc ces choix seront évidemment discutés entre nous et motivés par rapport à la situation très particulière que nous subissons. Nous espérons néanmoins que cette situation ne durera pas et que les prix de l'énergie reviendront à des taux raisonnables, je dirais entre guillemets. Pour ma part, je ne pense pas qu'on reviendra aux taux précédents, ça m'étonnerait, mais en tout cas des coûts raisonnables, ce qui nous permettra quand même de réenvisager l'investissement. Mais nous allons certainement être obligés de réduire un petit peu la voilure par rapport aux investissements en tout cas, et bien sûr, vraisemblablement aussi au niveau du fonctionnement. Donc voilà, nous y réfléchissons. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris les décisions définitives, mais évidemment, quand on fera le débat d'orientation budgétaire, vous en serez informés, et à ce moment-là, on pourra en rediscuter. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter des précisions. Madame Pierre? Pardon, Monsieur Athanas, je vous donnerai la parole après. Madame Pierre. Oui, plus spécifiquement concernant les économies d'énergie, vous avez sans doute pu voir dans le dernier Brumag, on détaille les différentes actions qu'on a mises en place. Donc, les agents sont mobilisés sur un comité de pilotage spécifique pour rechercher les pistes d'économie partout où cela est possible. Et nous espérons que nous pourrons limiter les consommations de cette façon. Donc, un certain nombre de pistes sont explorées, des actions ont déjà été mises en place, d'autres viendront, et peut-être que nous renforcerons au fur et à mesure les différents leviers qu'on aura pu identifier. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe et qui, à un moment, nécessite de faire des choix qui dégradent le confort d'utilisation. Effectivement, c'est une des façons de ne pas trop creuser les dépenses. Monsieur Athanas ? Oui, bonsoir. Donc déjà, pour confirmer, je rejoins votre point de vue, monsieur le maire, sur la durabilité de cette situation. Je crains malheureusement, pour travailler un peu dans ce domaine, que la situation ne soit pas éphémère, aux grandes dames des consommateurs d'une manière générale, y compris pour ce qui nous concerne, services municipaux. Moi, mon seul regret, puisque vous parliez de réduction des investissements, c'est votre prise de décision il y a quelque temps sur le gros investissement que j'ai identifié dans votre politique depuis votre arrivée, qui est le groupe scolaire. Je regrette franchement que vous n'ayez pas saisi l'opportunité d'avoir du foncier qui est à notre disposition. Vous allez devoir l'acquérir, vous allez devoir payer beaucoup plus cher vos travaux avec toutes ces inflations. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. C'est une décision qu'on assume, monsieur Athanas. C'était déjà quelque chose que nous avions discuté lors de la campagne et nous appliquons. Voilà. Monsieur Kermarek. Ouais.
Madame Pierre. Non, oui, non, simplement pour dire que si nous avions suivi le plan par rapport à l'école, de toute façon, les travaux seraient en cours et auraient, dans tous les cas, subi une inflation très importante. Et ensuite, il y a certes l'acquisition du terrain, mais il y a aussi toutes les questions d'accès, de réseau et de parvis et de choses comme ça qui ont un intérêt d'être faits sur Carlane et d'être financés dans le cadre de la ZAC de Carlane. Donc le bilan financier n'est pas forcément défavorable de ce côté-là. Et j'ajouterais que l'arrivée de 600 à 650 logements dans la ZAC de Carlane va nous conforter dans notre choix. Monsieur Kermarek. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Athanase, quel dommage, quel dommage que vous ayez abandonné l'intérêt communautaire de la ZAC Gare, qui va nous coûter quelques millions d'euros et qui, soi-disant, devait vous aider à aller plus vite et aller mieux. Quand on voit le résultat au bout de 10 ans quasiment, on peut aussi vous dire quel dommage. Mais là-dessus, on va pas revenir, on l'a dit 50 fois. Bon, je pense que vous avez une marotte avec l'école, c'est bien. Pour revenir sur le sujet qui nous occupe, effectivement, on est dans une situation très très difficile, mais on n'est pas les seuls. Toutes les communes le sont, et on se retrouve avec ces interrogations qu'avançait Monsieur Saulnier sur la difficulté de conduire des investissements autant qu'on aurait pu l'espérer, de maintenir la qualité du service, des services publics et peut-être même de la quantité, et aussi probablement justement d'essayer d'éviter de dégrader tout ça. On est confronté à une autre difficulté, c'est-à-dire que pour faire toutes les économies dont on aurait besoin aujourd'hui, eh bien, il faut un peu de temps, et on est confronté à d'une part, le long terme pour la mise en place de production d'énergie, de toute la régulation qui n'est toujours pas faite et qui n'est pas faite depuis bien longtemps, et puis la nécessité de payer en quelque sorte ces augmentations. Ce sont des difficultés qui sont augmentées par je dirais la politique que mène le gouvernement depuis quelques années, qui consiste à une sorte de mise sous tutelle des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a supprimé la taxe d'habitation, on s'attaque aux cotisations économiques, tout fonctionne dorénavant par appel à projet. C'est une mise sous tutelle assumée que nous regrettons, et quand je dis regretter, c'est un doux euphémisme que nous combattons. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette situation difficile, et comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on fait tout pour atténuer le choc pour les Brusois. Voilà. Merci Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions par rapport à cette motion ? Pas d'autres motions ? Pas d'autres questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Finance maintenant. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Monsieur Leroy. Merci, monsieur le maire. Donc les 3 délibérations suivantes concernent le passage à cette nouvelle nomenclature, donc M57 en remplacement de la M14. Donc c'est 3 délibérations plus techniques, donc je vais essayer d'aller vite. Donc la nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du service public, instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles. Le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14, soit pour la ville de Bru, son budget principal et ses 2 budgets annexes à compter du 1er janvier 2023. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. La M57 prévoit de nouvelles règles comptables tout en maintenant les principes de la M14 du vote par nature ou par fonction du budget. C'est-à-dire le principe de pluriannualité, la fongibilité des crédits et la gestion des dépenses imprévues notamment.
D'autre part, la M57 introduit un certain nombre de nouveautés concernant notamment le traitement comptable des immobilisations et leur amortissement pour lequel on reparlera donc en délibération numéro 4. Monsieur le maire propose à son assemblée d'approuver le passage de la commune à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 dans sa version développée. Je vous demanderai de bien vouloir approuver le passage de la commune à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, donc pour le budget principal et les budgets annexes, de conserver les modalités de présentation du budget, à savoir un vote par nature avec une présentation fonctionnelle, de conserver les modalités de vote du budget, un vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement, avec, pour les AP, vote sur les chapitres opérations d'équipement sur la section d'investissement, de conserver les règles de provision, à savoir semi-budgétaires, d'autoriser monsieur le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. D'approuver le règlement budgétaire et financier annexé à cette délibération et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance toujours. Convention pour l'expérimentation du compte financier unique. Monsieur Leroy. Merci. Donc, dans la suite, la ville s'est portée candidate à l'expérimentation du compte financier unique pour la 3e vague à compter du 1er janvier 2023, donc suite au passage au M57. Donc le CFU, donc le compte financier unique, a vocation à devenir à partir de 2024 la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs: favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, améliorer la qualité des comptes, simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Pendant la période d'expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant ces documents. Et pour acter définitivement de la participation de la ville de Breux à l'expérimentation du compte financier unique, une convention doit être établie entre cette dernière et l'État. Elle précise les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et de son suivi. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée à cette délibération et tout autre document afférent. Merci, monsieur Leroy. S'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore. Fixation du mode de gestion des amortissements au 1er janvier 2023. Monsieur Leroy. Oui, donc enfin la 3e délibération. Donc par délibération du 25 mars 2013, la ville de Breux a défini sa politique en matière d'amortissement des immobilisations et des subventions pour ce budget principal et ses budgets annexes. La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, donc à partir du 1er janvier prochain, implique de faire évoluer le mode de gestion des amortissements auparavant gérés selon la nomenclature M14. La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement des immobilisations au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable puisque les donations aux amortissements sont pour tous les biens acquis jusqu'au 31 décembre de l'année N, calculée en année pleine, avec un début d'amortissement au 1er janvier N+1. L'amortissement des biens acquis ou réalisés au 1er janvier 2023 commencera à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine. Dans un souci de simplification, il est proposé d'appliquer la règle du prorata temporis pour l'amortissement de l'ensemble des immobilisations et subventions pour le budget principal et le budget annexe restauration. Je vous demanderai de bien vouloir abroger au 31 décembre 2022 la délibération du 25 mars 2013 définissant les durées d'amortissement des biens acquis jusqu'à cette date. Rappelez que tout plan d'amortissement commencé avant le 31 décembre 2022 se poursuivra jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'origine. De calculer l'amortissement tel que défini dans le tableau annexé à cette délibération pour chaque catégorie d'immobilisation de manière linéaire au prorata temporis, conformément aux règles définies par la nomenclature M57. De fixer à 1 000 € le seuil en deçà duquel l'amortissement d'un bien est réalisé en 1 an et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant l'application de cette délibération. Merci monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore les tarifs publics pour l'année 2023. Monsieur Leroy.
Oui, à l'occasion de chaque nouvelle année civile, il convient de fixer un certain nombre de tarifs municipaux. Certains services et certaines prestations proposées par la ville font l'objet de décisions d'actualisation spécifiques et par conséquent d'une délibération individuelle. Pour les autres tarifs, il est proposé de retenir la tarification proposée dans le tableau 6 juin pour l'année prochaine. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la liste des tarifs publics pour l'année 2023. Merci, Monsieur Leroy. Monsieur Roulet. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors que le contexte nous incite à vigiler tous les facteurs de dépenses et ou de non-recettes, les plus infimes soient-ils, vous nous proposez ce soir, donc dans cette délibération, une nouvelle tarification de certains tarifs municipaux qui nous interpellent. Tout d'abord, le taux retenu de 4,5%, qui est inférieur à l'inflation moyenne constatée en 2022, 6,2% par an à fin octobre selon l'INSEE. Cette évolution générale inférieure à l'inflation reviendrait à faire supporter par le budget de la commune, donc par l'impôt, le manque de recettes généré par cette sous-tarification. Deuxième point, ensuite, donc sur l'augmentation générale indifférenciée selon les prestations. N'aurait-il pas fallu tenir compte des évolutions des coûts de certains postes de charge dont on parle beaucoup, l'énergie, la main-d'œuvre, pour fixer des nouveaux tarifs? Autre point qui est peut-être un point de détail, mais pour la location des salles, a priori, seul l'Alpagnol, et y compris son forfait nettoyage, serait exempté d'augmentation. Quelle en est la raison? Enfin, certaines prestations n'auraient-elles pas dû être totalement revues? Alors, par exemple, la livraison de bois à 50 km de Bru pour un tarif au trajet de 21,11 €. Cette prestation correspond-elle à un besoin exprimé par les Brusois? Ce tarif couvre-t-il les coûts de carburant et de main-d'œuvre? Merci. Des questions précises. On va essayer de vous apporter une réponse précise. Monsieur Leroy. En ce qui concerne le taux de 4,5%, c'est le taux qui a été retenu pour la délibération qui a amorcé l'augmentation des tarifs, notamment pour la restauration. Ce taux a été gardé pour une question de cohérence. Il n'y a pas d'indexation sur l'inflation classique. Ça s'est jamais fait les années précédentes. On l'a pas fait non plus pour cette année. En tout cas, pour cette augmentation, la raison, elle est celle-ci. C'est vrai qu'on n'avait pas été confronté à ce genre de situation puisque l'inflation était bien moindre et donc on avait une augmentation régulière de 1% tous les ans qui ne correspondait pas à l'inflation puisque l'inflation était au-dessus de 1. Mais là, aujourd'hui, on est confronté à une situation très particulière. Donc, effectivement, on a fait le choix, quand on a voté ces 4,5%, de choisir de prendre à notre charge une partie de cette inflation. Et c'est vrai que c'est une dépense supplémentaire pour la commune qu'il nous faut assumer. Mais pour des besoins de cohésion, on a souhaité effectivement maintenir ce taux de 4,5% sur ces tarifs qui vous sont proposés ce soir. Voilà en quelque sorte les réponses que je peux donner. Et pour la livraison de bois aux 50 km, je n'étais pas au courant de cette... je suppose. Donc là, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais en tout cas, on va réfléchir, on va regarder le sujet, effectivement. Alors, j'ai Monsieur Joly qui veut répondre. Ouais. Alors, sur l'augmentation des tarifs et de l'inflation... pourquoi ne pas augmenter de 6%, c'est-à-dire le montant qui était prévu au niveau de l'inflation pour 2022? Mais en même temps, quand on voit l'augmentation du panier de la ménagère, l'augmentation des salaires des petites entreprises, ne parlons pas de Total, etc., où ils ont les moyens de suivre l'inflation, et je dirais qu'ils pourraient même faire plus, puisqu'ils s'en mettent plein les poches. Les fonctionnaires sont augmentés de 3,5%, l'inflation est à 6%. Le différentiel, nous on y va, vous dites pourquoi pas 6%. Je dirais même que le montant de l'appauvrissement de la population doit nous interpeller. Je ne pense pas que pour les petits salaires, la baisse soit de 6%. Je pense qu'elle est encore plus importante que ça. Parce que le panier de la ménagère va augmenter de plus de 6%. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc quand on manie les chiffres, on peut les manier de son côté politiquement, mais en même temps, au sein d'une assemblée, soyons responsables. Merci. Merci, Monsieur Joly. Monsieur Kermarek ?
Juste un détail concernant la Alpagnole, c'est vrai que les tarifs n'ont pas été modifiés. Ceci étant, ça ne devrait pas faire un grand manque à gagner puisqu'elle n'a jamais été louée. Merci, Monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas d'autres questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération et proposition adoptée à l'unanimité. Finance toujours, participation au syndicat de musique Rive-Sud, Monsieur Leroy. Je vais laisser la parole à Madame Durand. Madame Durand. Merci. Bonsoir. Je vais introduire la délibération que va présenter Bertrand Leroy tout de suite. Il s'agit du CIM Rive-Sud. Le CIM Rive-Sud est un établissement public d'enseignement artistique qui touche 4500 personnes par an au travers de ses différentes propositions. De nouveaux projets émergent régulièrement et il existe une réelle dynamique pédagogique tant au niveau enseignement qu'au niveau développement des partenariats auprès d'un public élargi. En effet, en plus du dispositif musique à l'école au sein des établissements scolaires, un effort important a été réalisé pour répondre aux besoins croissants des structures petite enfance ou seniors ou publics fragilisés, ainsi qu'au niveau diffusion de la musique sur le territoire. Le CIM est en effet régulièrement présent lors des événements portés par nos communes. Une importante réflexion suivie d'action a également été menée afin de répartir l'enseignement et la diffusion sur les 6 communes du syndicat. Les déplacements pour les familles et les enseignants sont ainsi mieux équilibrés et l'enseignement est mieux réparti, donnant lieu à de meilleures conditions pour les familles. Une belle dynamique qui se retrouve aujourd'hui affectée par une situation financière très délicate, due à plusieurs raisons. Nos dépenses ont augmenté. Les familles ont été remboursées lors de la crise sanitaire de 2020. La masse salariale, qui constitue 90% du budget, dont 76% d'agents titulaires, augmente. L'inflation augmente fortement depuis plusieurs années et elle n'est pas suffisamment compensée par nos sources de revenus. Actuellement, nos recettes n'évoluent pas en proportion égale. Nos apports financiers sont principalement les familles, les communes et le département. Nous avons modifié nos tarifs cette année et les premiers effets positifs se font sentir. Mais nous devons encore avancer sur ce sujet, tout en respectant l'impact de l'inflation également sur les familles, notamment les moins favorisées, si nous voulons rendre ce syndicat, cette institution, accessible au plus grand nombre. Nous sommes en attente des budgets à venir du département, qui sont incertains. Nous avons à ce sujet rencontré M. Dénez-Marchand, le vice-président départemental à la culture à ce sujet, et nous lui avons demandé d'être associé à la réflexion pour 2024, et je pense qu'il le fera. De leur côté, les communes ont augmenté de 2% leurs aides financières cette année, ce qui est actuellement, comme vous le savez, inférieur à l'inflation. Tout ce concours de circonstances contraint le CIM aujourd'hui à demander un soutien exceptionnel aux communes, afin d'équilibrer notre compte de résultats. Je souhaite souligner par ailleurs que nous mettons tout en œuvre et étudions toutes les pistes de diminution des dépenses et d'augmentation des recettes. Poursuite de la réflexion sur la politique tarifaire. Contrôle et maîtrise des dépenses en ressources humaines. Demande de participation lors des événements. Participation financière, j'entends. Recherche de mécénat. Tout ceci afin de redresser la barre, ne pas tout demander aux communes fragilisées par la crise actuelle et permettre à cet établissement de continuer à dispenser et prodiguer la musique sur notre territoire. Merci Madame Durand. Monsieur Leroy.
Oui, donc comme Madame Durand vient de l'expliquer, le syndicat de musique demande une subvention supplémentaire de, en l'occurrence, 29 986,59 € très précisément pour l'année 2022. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement au syndicat de musique de la participation supplémentaire 2022 de cette somme. Merci. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Roulet? Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, donc nous voterons bien entendu cette délibération qui porte sur le versement d'une subvention d'équilibre au syndicat de musique Rennes Sud. Nous connaissons effectivement les difficultés que traverse le syndicat, notamment avec le financement incertain du conseil départemental. Et Madame Pierre, Madame Durand, vous avez répondu à toutes les questions que nous nous posions et que nous allions vous poser en séance. La seule incertitude qui reste aujourd'hui, c'est par rapport à la subvention d'équilibre ou à la subvention normale qu'il faudrait attribuer au syndicat pour 2023. Est-ce qu'on a déjà une idée des tendances ou pas, et où est-ce qu'on a déjà la trajectoire pour 2023? Alors, je ne suis pas en mesure de vous donner la réponse aujourd'hui parce que nous sommes en train de poursuivre l'analyse de nos budgets. On est en train de réaliser le BP 23 et voilà. Je ne préfère pas vous répondre immédiatement à ce sujet, mais dès que le BP 23 sera réalisé, nous vous présenterons ça sans problème. Merci, Madame Durand. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Non, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur Leroy, donc finance, décision modificative numéro 4 du budget principal en rapport avec la délibération précédente. Exactement, donc une seule ligne sur cette décision modificative, donc pour le versement de 30 000 € au syndicat de musique Rive Sud. Il convient de prendre la décision portant sur le chapitre 65 pour une augmentation des crédits de 30 000 € et qui sera compensée par une reprise sur provision au chapitre 78. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver l'ADM numéro 4 de l'exercice 2022 sur le budget principal. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Aménagement maintenant. Dénomination Promenade Sud, Hôtel de Ville. Madame Pinard. Bonsoir. La promenade située au sud de l'Hôtel de Ville va accueillir les entrées de la maison Aléna et du commerce qui sera située en rez-de-chaussée. La promenade, donc située juste ici, là, relie la place du Docteur Joly à la place Marcel Pagnol. Il est proposé de dénommer cette voie promenade Geneviève Prigent, une des premières orthoptistes françaises, militante active des droits de l'homme, déléguée régionale pour la Ligue des droits de l'homme en Bretagne. Elle s'engage dans la défense de l'environnement. Elle est élue présidente de l'Union régionale bretonne pour l'environnement. Un arrêté de numérotation sera pris dans un second temps afin d'attribuer un numéro à chaque entrée. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la proposition de création de cette promenade reliant les places du Docteur Joly et Marcel Pagnol et sa dénomination promenade Geneviève Prigent. D'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Oui, Madame Leton. Il y a un petit bouton normalement en haut du micro. Il faut appuyer dessus. On est toujours trahi par la technique. Ouais. Ça y est, ça marche. Madame Leton, donc. Madame Saval.
Oui, monsieur le maire, je me permets d'intervenir. Nous prendrons part, bien entendu, au vote de la dénomination de la promenade Geneviève-Prigent, car on sait que c'est une Bretonne voilà, qui est originaire d'ailleurs de Saint-Brieuc et qui a bien défendu les droits de l'homme et le littoral breton. Mais nous n'avons toujours pas la reconnaissance pour Robert Barré, donc qui a été quand même une figure emblématique. Je ne sais pas pourquoi, je me doutais un peu de la question. Oui, hein, certainement, mais je la pose quand même. Hein. Voilà. Vous attendiez certainement à cette question. Donc oui, Robert Barré, qui a quand même été maire de 1989 à 2008, hein, et qui est donc décédé en juin 2020. Et donc, malgré nos interpellations hein, lors des conseils municipaux, notamment de novembre 2021 et de mai 2022, et d'ailleurs de l'édito aussi sur le Brumac que nous avons tous eu, les Brusois, au niveau de septembre et octobre, voilà, nous aimerions savoir où en est rendu ce dossier, parce que voilà, ça commence à dater, quoi. Ben, écoutez, on y réfléchit toujours, hein, ce dossier, on a d'ailleurs rencontré la famille, enfin les enfants de Robert Barré, il y a à peu près un mois, 3 semaines. Avant cette délibération. Avant cette délibération-là. Donc on leur a fait 2 propositions, pour l'instant, des propositions qui ne leur conviennent pas. Donc voilà, donc il faut qu'on revoie encore notre copie, et donc on est en train d'y réfléchir pour leur reproposer quelque chose. Mais de toute manière, pour l'instant, vous pouvez être sûr qu'il y aura bien une dénomination Robert Barré quelque part. Simplement. Ah non, mais je me doute bien. D'ailleurs, quand on a proposé aux enfants de M. Barré, ils nous ont dit qu'eux ne seraient pas opposés à nos propositions, mais que par contre leur entourage n'était pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on entend par entourage? Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc, mais je suppose que l'entourage, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, mais enfin bon. Voilà, mais je sais que vous avez des propositions à faire, et on les a notées, figurez-vous. On les a notées. Donc nous y réfléchissons. Merci beaucoup. Merci. Tout à fait, je vois. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Aménagement encore. Convention de suivi de travaux. Et de rétrocession pour la maison Helena entre Espacil et Rennes Métropole. Madame Pinard. Espacil Habitat, en lien avec Bâti Armor et la ville de Bru, porte un projet de maison Helena dédié aux aînés en centre-ville. Ce projet a fait notamment l'objet d'une convention de partenariat entre la municipalité et Espacil Habitat. La réalisation de ce projet a nécessité la cession par la ville de Bru d'une emprise foncière sur une partie du mail piéton située au sud de la mairie, autorisée par délibération du conseil municipal le 25 avril 2022 pour un montant de 17 160 €. Cette cession vient en complément de la vente prévue par délibération du 1er juillet 2019 par la ville à Bâti Armor de 2 locaux d'activité au 11 place du Docteur Joly pour un montant de 231 000 €. L'aménageur a présenté une demande afin que les équipements communs de l'opération puissent être rétrocédés ultérieurement à la commune et à Rennes Métropole. Il convient alors de contrôler la réalisation des études et des travaux pendant la durée de réalisation de l'opération. Aussi, la convention annexée prévoit les ouvrages et emprises foncières concernés par la rétrocession et les modalités de contrôle et de réception des travaux. Espacil Habitat va réaliser, conformément au plan joint, des aménagements à l'ouest de son opération, en lien avec ceux qui existent sur la place du Docteur Joly et face à l'hôtel de ville. Conformément à la convention de suivi de travaux et de rétrocession jointe, la commune gardera la gestion des ouvrages d'espaces verts. Ces ouvrages se situent sur des emprises foncières qui appartiendront, après rétrocession, au domaine public métropolitain. Au titre de cette convention, les ouvrages suivants seront en gestion communale, espaces verts d'accompagnement de voirie. L'emprise foncière transférée dans le domaine public métropolitain figure en bleu sur le plan 6 juin. La commune de Bru souhaite rendre un avis favorable à la rétrocession des abords de l'opération et ses annexes et des ouvrages répertoriés dans la convention au profit de Rennes Métropole. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions de la convention entre la ville, Rennes Métropole et Espacil Habitat, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Aménagement encore, donc il s'agit encore d'une régularisation de rétrocession des espaces verts pour le lotissement Peloso rue des Hortensias. Madame Pinard. Alors, M. Peloso a réalisé un lotissement autorisé sous le numéro PA 035 047 15 0001, comprenant 9 lots d'habitation, une voie de desserte et des espaces verts. La rétrocession des espaces communs de ce lotissement situé rue des Hortensias a été validée par une convention en 2016. Les équipements et ouvrages devant être remis à Rennes Métropole ont été rétrocédés et sont entretenus par la métropole. Les équipements et ouvrages devant être remis à la ville étant terminés, il convient donc de procéder à leur rétrocession à titre gratuit. L'entretien de ces espaces verts est assuré par la ville depuis la remise des ouvrages en 2020. Afin d'acter cette rétrocession, le maire doit être autorisé à signer l'acte authentique de transfert de propriété des parcelles BM 166, BM 172 et BM 203, conformément au plan joint. Les frais inhérents à la rétrocession seront à la charge de la ville. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment l'acte authentique de transfert de propriété. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette rétrocession? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Aménagement encore, donc 14 avenue Joseph-Jean, convention de mise en réserve entre la commune et Rennes Métropole. Madame Pinard. La commune de Bru a sollicité Rennes Métropole dans le cadre de son programme d'action foncière pour l'acquisition d'un bien situé au 14 avenue Joseph-Jean, cadastré AT 74, 75 et 76, constitué d'une maison d'habitation d'environ 160 m² sur un terrain d'une superficie de 2005 m². Le but de cette acquisition est de constituer une réserve foncière pour la réalisation d'une opération de renouvellement urbain dans le respect du programme local de l'habitat. Conformément aux règles du programme d'action foncière, cette acquisition doit faire l'objet d'une convention de mise en réserve qui sera d'une durée initiale de 5 ans. Le bien devra être racheté par la commune ou un organisme ou concessionnaire qu'elle aura désigné. L'acquisition a été réalisée par préemption au prix de 805 000 €. Rennes Métropole assurera la gestion du bien qui sera mis à disposition de l'AIVS. Le bien étant en gestion métropolitaine via l'AIVS, aucune contribution n'est due. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de mise en réserve au profit de Rennes Métropole pour le bien situé au 14 avenue Joseph-Jean, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à l'éducation avec le contrat d'accompagnement à la scolarité 2022-2026. Monsieur Hervé. Donc il s'agit du dispositif classe avec une convention à signer avec la CAF qui soutient ce dispositif. Donc dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse et de lutte contre les inégalités scolaires, la ville de Bru propose depuis l'année dernière un accompagnement à la scolarité aux élèves éprouvant des difficultés à l'école. Le dispositif classe, contrat local d'accompagnement à la scolarité, a pour but de proposer aux enfants, dans un cadre ludique et convivial, l'appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école. Méthodologie de travail, valorisation de leurs acquis, élargissement de leur centre d'intérêt. Concrètement, le classe s'adresse aux jeunes d'âge élémentaire, encadré par un animateur du service enfance-jeunesse, lui-même épaulé par une équipe de bénévoles. Les séances se déroulent 2 fois par semaine à la Maison des Jeunes et s'adressent à un groupe constitué de 8 à 12 enfants pour lesquels un besoin a été repéré. Donc l'orientation se fait en accord avec les parents, en lien avec les enseignants. Ce projet, fruit d'un partenariat organisationnel et financier avec la CAF d'Ille-et-Vilaine, s'inscrit donc dans une démarche de continuité de l'action éducative. La CAF d'Ille-et-Vilaine a décidé de renouveler l'agrément de la ville pour une période de 4 ans. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la reconduction du dispositif classe
et d'autoriser Monsieur le maire à co-signer la nouvelle convention à venir avec la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. On passe à la culture, École de musique CIM Rive-Sud, médiathèque, convention partenariale 2022-2023. Madame Durand. Oui, en effet, il s'agit d'une convention partenariale entre la médiathèque et le syndicat intercommunal de musique Rive-Sud sur un cycle de 6 séances de lecture musicale pour l'année 2022-2023. Ces séances s'adressent à des enfants de 0 à 4 ans, de 4 à 6 ans, mais aussi il y a également des séances avec créant du lien intergénérationnel. Ces séances auront lieu soit à la médiathèque, soit en dehors de ses murs. Ce partenariat a différents objectifs, donc d'éveiller d'abord la curiosité des enfants et faire évoluer leurs pratiques en créant des passerelles entre l'écoute de la musique et la lecture, de valoriser les ressources de la médiathèque et de développer le rayonnement de l'école de musique et de la médiathèque. Je rajouterai aussi effectivement l'importance du lien intergénérationnel parce que les 2 dernières séances auront lieu avec en partenariat entre les anciens de René Cassin avec l'école Jacques Prévert et les anciens de la Girondière avec l'école de la Providence du Vert-Buisson. Donc cette convention formalise l'organisation des séances et précise également les engagements des 2 parties, ainsi que les conditions financières de ce partenariat. Donc pour ce partenariat, l'intervention de la musicienne est financée par les communes du CIM Rive-Sud et du Conseil général 35 au travers du plan musique en Ille-et-Vilaine. Cette convention est conclue du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce partenariat fera l'objet d'un bilan à la fin. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de cette convention de partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci Madame Durand. Tout le monde aura compris que le conseil général, c'est bien le conseil départemental. J'ai parlé du conseil général. Et c'est marqué dans la... Oui, effectivement, c'est le conseil départemental, bien sûr. Le conseil départemental, donc il faudrait rectifier quand même dans la... Oui, tout à fait. Oui, dans le titre de la délibération. Effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Oui, nous passons donc à la vie associative pour la convention de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Enfants au profit des associations L'Enfant à bord et les assistantes maternelles de Bru. Monsieur Hervé, qui remplace donc Madame Horry pour cette délibération. Donc pour rappel, les locaux du RPE s'installent dans les locaux de l'espace Simone Veil où étaient préalablement les associations d'assistantes maternelles. Donc qui soutiennent complètement le RPE, mais elles ont souhaité aussi poursuivre leurs activités. Donc on leur met à disposition un local pour qu'elles puissent poursuivre leurs activités. Donc les associations L'Enfant à bord et Association des assistantes maternelles de Bru, qui occupaient des locaux de l'espace Simone Veil, vont désormais utiliser des locaux de la Maison des Enfants, et ce afin d'y réaliser leurs activités, et notamment des rassemblements d'assistantes maternelles. Les modalités inhérentes à cette mise à disposition sont définies dans le cadre de conventions qu'il convient de renouveler. Parmi ces modalités sont précisés les engagements réciproques entre la ville et les associations, et notamment les jours et horaires d'accès aux locaux, ainsi que la participation financière liée à l'entretien de ces espaces. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes des conventions consenties jusqu'au 31 janvier 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons au personnel avec le régime indemnitaire des policiers municipaux. Madame Chevalier. Bonsoir. Dans un souci d'équité, le régime indemnitaire, le régime indemnitaire des agents de la ville ayant été revalorisé il y a quelque temps, il convient aujourd'hui de faire bénéficier de cette dynamique le service de la police municipale.
En effet, le régime indemnitaire des agents relevant de la filière police municipale fait l'objet d'une construction autonome résultant de la loi. Il est donc composé de 2 parts mensuelles, l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, l'ISF, et l'indemnité d'administration et de technicité. Considérant que l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, déjà instituée et liée à l'exposition des postes de policiers municipaux, ne permet pas à la collectivité de demeurer attractive dans un contexte de tension extrême dans cette filière, considérant également la nécessité de maintenir le versement de l'indemnité d'administration et de technicité, déjà créée elle aussi, tout en alignant le montant du régime indemnité sur les montants du régime indemnitaire versés aux autres agents de la ville concernés par le RIFSEP, et sur des postes équivalents, considérant la nécessité de simplifier le régime indemnitaire des policiers municipaux en affichant une délibération cadre prescrivant l'ensemble des droits accordés, mais vu également l'avis favorable du comité technique du 20 octobre 2022, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante l'attribution du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale selon la composition et les modalités suivantes. Pour le versement de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, donc qui est déjà en vigueur au sein de la collectivité. Elle est versée aujourd'hui mensuellement aux agents stagiaires et titulaires. Elle est actuellement de 18% pour les agents du cadre d'emploi des agents de police municipale de catégorie C et de 30% pour les agents du cadre d'emploi des chefs de police, chefs de service de police municipale, assurant donc des fonctions de responsable d'équipe. L'indemnité est calculée en appliquant au traitement brut de l'agent un pourcentage dont la quotité est plafonnée en fonction du grade détenu par l'agent. Il est proposé de modifier ces montants pour les cadres d'emploi des agents de police municipale en catégorie C, dont le poste ne comporte pas de suggestion particulière, en dehors des missions dévolues à ce cadre d'emploi, en passant donc à 20% du traitement brut, qui était donc, pour rappel, 18%, ce qui était noté juste avant. Concernant le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, donc catégorie B, pour le coup, ne bouge pas, on reste à 30% du traitement brut. Au niveau du versement de l'indemnité d'administration et de technicité, donc l'IAT, le conseil municipal, dans sa délibération du 16 décembre 2013, avait attribué l'indemnité d'administration et de technicité aux agents de la ville de la filière police. Les modalités d'attribution proposées sont maintenues et sont donc les suivantes. Les agents de la filière police municipale recevront une IAT dont le coefficient minimal sera de 1 et le coefficient maximal de 8. L'attribution individuelle tiendra compte des fonctions exercées en référence au montant de régime indemnitaire versé aux autres agents de la ville, sur des postes équivalents, tenant compte des fonctions suggestion, d'expertise et de l'engagement professionnel, donc le RIFSEP. Le montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique. Donc, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser le versement aux agents de la filière police municipale de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, l'ISMF, ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, selon les modalités décrites dans la délibération et évoquées donc juste avant. D'adopter cette délibération cadre relative au régime indemnitaire des agents de la police municipale avec une entrée en vigueur de ce nouveau régime indemnitaire des agents de la police municipale à compter du 1er décembre 2022 et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Madame Chevalier toujours. Indemnité de gardiennage de l'église Saint-Martin de Bru. Oui, merci. Donc c'est la même délibération chaque année qui permet d'allouer, de verser plutôt une indemnité aux gardiens de l'église. Et donc elle évolue chaque année. Et cette année, elle sera donc de 496,65 € pour un gardien qui réside dans la commune ou de 125,20 € pour un gardien qui, lui, ne réside pas dans la commune. Il s'agit donc d'inscrire au budget la somme de 496,65 € pour le titre de l'année 2022. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Madame Chevalier, personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs.
Oui, merci. Donc, délibération, du coup, ce mois-ci qui concerne plusieurs services, à la direction des finances, suite au départ du directeur adjoint des finances et pour permettre le lancement de la procédure de recrutement, Monsieur le maire propose à l'Assemblée donc la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des rédacteurs à temps complet et la suppression d'un poste de rédacteur principal deuxième classe à temps complet à partir du 18 novembre 2022. À direction de l'éducation, service enfance-jeunesse, suite au départ d'un animateur adjoint d'animation à 33-35e, il convient donc de créer un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints d'animation sur cette même quantité de travail 33-35e et de supprimer ce poste d'adjoint d'animation au départ de l'agent, compté donc du 18 novembre 2022. Toujours à la direction de l'éducation, suite au départ par voie de mutation d'une assistante de direction à temps complet au sein donc de cette direction et pour permettre le lancement de la procédure de recrutement, Monsieur le maire propose à l'Assemblée donc la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs à temps complet et la suppression d'un poste de rédacteur principal première classe à temps complet à partir de la date de départ de l'agent. Date de mutation, pardon. À la direction des infrastructures et de l'espace public, service logistique multisite, suite au départ en retraite d'un agent exerçant les missions d'agent d'entretien au sein du service logistique multisite, et donc afin de permettre le lancement de la procédure de recrutement, Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à 31-35e et la suppression d'un poste d'adjoint technique principal sur cette même quantité de travail au départ effectif de l'agent partant à la retraite. Pour tous ces postes, la loi le permettant, le recours à un contractuel est envisageable. Enfin, à la direction générale, suite à l'annonce du départ de la directrice générale des services, attachée territoriale à temps complet, en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 3 ans, il est nécessaire de lancer une procédure de recrutement pour assurer son remplacement. Afin de garantir la continuité des missions dévolues à cet emploi et lancer dès à présent la procédure de recrutement, il convient donc de créer un poste relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet à compter du 18 novembre 2022 et de supprimer le poste d'attaché à temps complet à compter du départ effectif en disponibilité de l'actuelle directrice générale des services. Conformément à la loi, il sera possible de recourir à un contractuel, mais par ailleurs, Monsieur le maire rappelle aux membres de l'Assemblée que, conformément à la loi, au Code général de la fonction publique exactement, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par organe délibérant et que les communes de plus de 2000 habitants ont la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel un directeur général des services. Cet emploi fonctionnel pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux par voie de détachement. Parallèlement, le déroulement de la carrière sur le grade se poursuit. Le départ de l'actuelle directrice générale des services de la ville entraîne donc la vacance de cet emploi fonctionnel, créé donc par la délibération du 16 mars 1995. L'agent recruté, dès lors qu'il détient la qualité de fonctionnaire titulaire, aura vocation à demander un détachement sur cet emploi fonctionnel. Afin de lancer la procédure de recrutement d'un nouveau directeur général des services, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée, à compter du 18 novembre 2022, de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie A, ayant vocation à occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services, relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux par voie de détachement. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le recours à un contractuel est envisageable. En revanche, il conviendra d'avoir la qualité de fonctionnaire titulaire pour occuper l'emploi fonctionnel. Il faudra donc supprimer le poste d'attaché territorial à temps complet à compter du départ effectif de l'actuelle directrice générale des services en disponibilité pour convenance personnelle, d'autoriser Monsieur le maire à nommer l'agent sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de plus de 10 000 habitants. Oui, je suis bien sur la ligne, c'est juste le sens. Bon. D'autoriser Monsieur le maire à verser à cet agent, lorsqu'il sera détaché sur l'emploi fonctionnel, la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Saunier?
Merci, monsieur le maire. Au-delà de cette délibération, on l'a bien compris, qui va vous permettre de lancer une procédure de recrutement pour un poste de DGS. Permettez-moi, monsieur le maire, de remercier vivement madame Saval pour sa contribution et son implication au sein de notre ville. Madame Saval, vous êtes rentrée au sein de notre collectivité en 2015, à une période qui était complexe en tant que directrice des finances, puis en tant que directrice générale des services. Professionnelle et engagée, disponible et à l'écoute, vous avez su redonner une nouvelle dynamique à notre collectivité en cherchant un bon équilibre entre efficience et de l'action publique et qualité de service aux administrés et puis aux élus. Nous profitons de cette délibération pour vous remercier sincèrement et vous souhaiter nos vœux de réussite dans vos futurs projets. Merci, monsieur Saunier. Nous nous associons évidemment à cette intervention. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Écoutez, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de notre séance pour ce soir. Pardon? Ah, il faut voter, oui, j'avais oublié le vote. C'est l'émotion, voilà, c'est ça. Bien, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité, merci. Je vous souhaite une bonne soirée et je clôt la séance.